Pour rester avec nous, vous ne vous barrez pas, vous, François-Olivier Gilbert. On va s'intéresser à vous. Vous publiez chez Gallimard Tragédie française, histoire intime de la Ve République. C'est le 3e tome qui nous amène sur les traces des présidents des années 80 à nos jours, 40 années. Vous avez longtemps été leur confident. Et pour en parler, je vous propose qu'on découvre un peu de votre histoire intime à vous à travers 3 photos. La première, vous lui dédiez tout un chapitre dans votre livre, au milieu justement des présidents. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est votre maman, comme vous dites. En effet. Pourquoi elle est si importante et pourquoi elle a trouvé sa place dans ce livre sur l'histoire de la Ve République? C'est importante parce que je suis comme plein de fils. Elle est morte déjà il y a longtemps, en 1989, et je pense à elle plusieurs fois par jour. Voilà, c'est comme ça. C'est elle qui vous a transmis. Une mère ne meurt jamais. Une mère ne meurt jamais. Elle est en vous tout le temps. Et donc c'est un personnage très important dans ma vie. Elle vous a transmis le virus de l'info, de l'intérêt, de la curiosité pour l'actualité, le commentaire. Une forme de folie aussi en même temps, parce qu'elle était prof de philo, militante politique socialiste rocardienne. Elle faisait 50 trucs en même temps. Et elle arrivait à faire tout ça, plus les enfants dont elle s'occupait, parce qu'elle avait 5 enfants. Et le planning familial, enfin, elle était dans 50 trucs. J'ai jamais compris sa vie, parce que elle partait très tôt, elle se faisait belle, et elle n'arrêtait pas elle a des activités considérables. Et ses élèves s'en rappellent encore, parce qu'elle s'occupait merveilleusement bien de ses élèves. Elle faisait des grandes fêtes l'été avec eux, ses anciens élèves. Enfin, voilà, c'était une prof, une grande prof. Après la mère, il y a le père, peut-être pas celui auquel on pense, François Mitterrand. Une sorte de père d'adoption. Parce que j'ai eu des problèmes avec le mien. J'ai cherché des pères de substitution que j'ai tués les uns après les autres. Vous avez tué le père très souvent. Très souvent. Et c'est vrai que Mitterrand, je lui dois beaucoup, parce que c'était un Pygmalion. Il m'a beaucoup appris et je l'aimais beaucoup. On part maintenant à Rouen. Pourquoi Rouen ? Moi, je suis moitié américain. Je suis né d'un père américain qui a fait le débarquement, GI, qui a fait le 6 juin, d'ailleurs, dans la première vague, à Omaha Beach. Et puis, de l'autre côté, je suis complètement normand, par ma mère, mais normande de pur jus. Et c'est vrai que j'ai été élevé en Normandie et je me sens normand, même si je vis à Marseille. Et ça a donné des inspirations à certains, puisque je crois que Jacques Chirac vous encourage à prendre la mairie de Rouen. Le Canoë s'était mis en tête, il proposait sans arrêt sa mairie à des personnes différentes. Il avait proposé à Claude Bébéard, vous savez, quand il commençait... Oui, il commençait à être malade, il voulait... Bon. Et un jour, il m'en parle, et comme je suis très gentil avec lui, et là-dessus, il en parle à Chirac, et qui là-dessus devient fou, et me téléphone, et moi, j'ose pas... Enfin, bon, voilà, je suis embêté par rapport à Le Canoë. Mais non, parce que c'est impossible que je fasse de la politique, vous m'avez vu 5 minutes. Des journalistes qui sont rentrés en politique, il y a eu Servan Schreiber à une époque, François Giraud, évidemment. Vous avez vu le résultat ? Et Éric Zemmour, plus récemment. Mais vous avez vu ? Non, mais justement, est-ce que ça brouille des lignes ? Est-ce que c'est compréhensible ? Je pense que quand on est journaliste, on a une sorte de liberté. Enfin, c'est ça que j'aime dans ce métier. Quand on est politique, on est obligé de mentir, on est obligé de dissimuler, on est obligé de... Et quand on est journaliste, la force de notre métier, en tout cas quand on l'exerce bien, c'est de dire les choses qu'à la limite qu'il ne faut pas dire. Alors d'accord, donc on comprend que la carrière politique pour vous, c'était pas forcément quelque chose qui pourrait vous inspirer, même si on voit que vous partagez quelques attributs. Vous parlez, on vous écoute, vous avez un charisme, vous avez un côté un peu tribun. Et à l'inverse, on a aussi des personnages politiques qui, eux, s'essayent à l'exercice. Alors, de commentaires, en tout cas, qui rejoignent des plateaux journalistiques. On a eu beaucoup d'exemples. On peut citer Roselyne Bachelot, par exemple, qui va fréquemment sur les plateaux de BFM TV. Alors, peut-être pour retrouver une liberté de parole. Ségolène Royal aussi, dans TPMP. Alors, Ségolène Royal, c'est même une co-animation qu'elle a fait avec Cyril Hanouna, qui a rejoint Cyril Hanouna cette saison. Marlène Schiappa, elle, toujours chez Hanouna, qui a co-animé. Est-ce que ça, puisque vous parliez justement de la défiance à l'égard et des journalistes et des politiques, est-ce que ça ne participe pas aussi à rabaisser un peu la fonction du politique, d'aller comme ça sur des plateaux de télévision, de comprendre que cette frontière finalement est poreuse entre la fonction politique et celle finalement de chroniqueur, de divertissement on pourrait dire presque, d'entertainment comme on dit, puisque vous avez un père américain. Ouais, moi je suis français, je parle français. Votre question, franchement, j'ai du mal à... C'est de la com politique, finalement, oui, c'est de la com politique. Puis, si vous voulez, dans les noms que vous citez, il y en a qui sont très, très bons dès qu'ils sortent de leur univers politique. Je pense que vous citiez Roselyne Bachelot, elle a toute une histoire, elle a une vraie culture, elle est passionnée par 50 trucs. Et quand elle va sur un plateau, je voyais déjà, j'étais entre deux sièges au gouvernement, quand elle va aux grosses têtes, qu'elle fait des blagues et qu'elle a des réponses, elle est très bonne, elle est très, très bonne. Mais c'est pas le cas
de tous les autres. C'est-à-dire que ce sont des métiers très différents, il faut des qualités différentes. Moi, je n'ai absolument pas les qualités pour faire la politique, et il y a des politiques qui n'ont absolument pas les qualités pour faire de l'animasation, pour parler, c'est évident. Heureusement, on garde un peu notre boulot aussi. Ah oui, on vous a demandé de choisir, François-Olivier Gisbert, justement, quelles étaient les émissions politiques qui vous avaient le plus intéressé ou le plus marqué, ou des moments d'émissions politiques. Alors, paradoxalement, votre premier choix, ça n'a pas été une émission politique. Ça a été Apostrophe. Et vous nous avez cité 78, Apostrophe avec François Mitterrand, qui est invité de Bernard Pivot. Alors, on voit une image. Pourquoi ce moment-là ? Écoutez, c'est parce qu'en fait, j'aimais beaucoup la politique à travers Apostrophe. Moi, je regardais les émissions politiques. L'heure de vérité, j'ai souvent fait, c'est une grande émission politique. Mais Apostrophe, c'est des émissions inouïes. C'est-à-dire que le vendredi soir, je regardais Apostrophe et j'ai eu des moments, je peux presque vous réciter l'émission avec Solzhenitsyn, l'émission avec Nabokov, l'émission Bukowski, mais ça, c'était plutôt de la rigolade. Et alors, la même émission, est-ce qu'elle serait possible aujourd'hui, je sais pas, avec son masque, Emmanuel Macron, qui ne fait pas partie de votre panthéon, visiblement. Non, mais ce serait bien. Ce serait très intéressant. C'est-à-dire, ça mettait, et puis même Giscard, avec ses petits côtés, ses mauvais côtés. Non, c'était une émission absolument formidable. Après, il y avait les émissions politiques traditionnelles, mais c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez ? Ça manque, ça. Et alors, dans votre livre, Tout le monde en prend pour son grade, la France, les politiques et même les journalistes. Et d'ailleurs, vous êtes assez sévère avec vous-même. Vous avez commencé à évoquer une autre émission, L'heure de vérité. Je voulais qu'on regarde justement un passage de L'heure de vérité. Ça, je vois très bien, vous avez passé avec Le Pen. J'étais atroce. Le petit roquet. Octobre 1985. Monsieur Le Pen, depuis plusieurs mois, vous essayez de ressembler à un homme politique sérieux, responsable, normal. C'est méprisant pour me dire ça. Normal, Non, pas raciste. Vous n'êtes pas ce soir, ce soir, j'ai l'impression que simplement que le naturel est revenu au galop. Quel est le débat politique aujourd'hui dans le Front National ? Il y a des problèmes dans le Front National. Laissez-moi poser la question. Il n'y a que dans l'Olympe où évoluent les journalistes de l'Observateur, n'est-ce pas, avec leurs ailes blanches, qu'il n'y a pas de problème. Alors, je voyais vraiment hocher de la tête, mais pas dans le bon sens. Et parce que voilà, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Je suis agressif et méprisant. Or, mais vous savez, Le Pen, moi, j'arrivais là-dedans. On m'a dit, est-ce que tu veux y aller ? J'ai dit, pourquoi pas ? Et j'ai fait la stratégie que j'utilisais d'habitude avec Marché. Marché, il se mettait en colère. Et j'étais gagnant. Vous faisiez sortir de ses gonds, et il y avait un moment de télé. Je le faisais mettre en colère. Et là, je fais quoi ? Un truc où j'essaie de le faire mettre en colère, vous le voyez très bien tout au long, et je sors des informations qui sont justes, vous payez l'impôt sur la fortune, il dément, etc. Et il se moque de moi. Et moi, je suis peu à peu, parce qu'on n'en a pas à la fin, non, au contraire, je suis de plus en plus en colère. Enfin, je suis très mauvais, quoi. Je sais tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris depuis. Et d'ailleurs, j'ai compris que j'étais une catastrophe, parce que le soir, quand je rentrais à la maison, tous mes amis m'appelaient en me disant « T'as été formidable ». Et d'ailleurs, on m'embrassait dans le métro aussi, parce que, évidemment, je m'étais opposé à Le Pen. Mais je l'avais, oui, parce qu'évidemment, tous les adversaires de Le Pen trouvaient ça formidable. Mais je l'avais énormément aidé. À l'époque, il y avait des émissions malgré moi toutes les semaines. Il y avait donc celle qu'on vient de voir, L'heure de vérité. Il y avait aussi souvent avec Le Pen d'ailleurs, des paroles et des actes. Aujourd'hui, il y a une émission qui est un petit peu plus événementielle, qui s'appelle d'ailleurs justement L'événement avec Caroline Roux sur France 2. Mais donc, le fait qu'il y ait moins de récurrence, est-ce que c'est parce que les téléspectateurs s'en désintéressent des politiques, ou est-ce que c'est les politiques qui ne veulent plus aller dans ce genre d'exercice ? Comment vous analysez ça ? Vous connaissez la réponse. Hein, oui, quelle est la réponse ? Il est bien meilleur spécialiste que moi. C'est très difficile de faire des émissions politiques qui sont très regardées, comme ça pouvait être le cas dans le passé. Donc, c'est ça le problème qui se pose. Donc, il y en a moins. Vous savez quoi ? C'est dû à, une sorte de, hélas, de déclassement de la classe politique. Il y avait... Non, moi je dirais... Je laisse répondre parce qu'elle est quand même remarquable. Parce que, vous me flattez beaucoup. Non, moi je pense pas que c'est la classe politique qui décroît. Je pense que c'est juste qu'avec les nouveaux médias et les nouvelles façons de communiquer, créer des icônes, des références, des personnalités qui prennent toute la lumière et qui deviennent vraiment très connues, c'est beaucoup moins facile qu'avant, parce qu'il n'y a plus de polarisation des audiences autour de rares émissions. Maintenant, il y a des podcasts, il y a des émissions dans tous les sens. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a Vous avez raison, moins de il y a personnalités. une dilution finalement de
de la parole politique. On a évoqué un tout petit peu les réseaux sociaux, mais finalement, les chaînes d'information continuent, les chaînes de télé, les débats. On voit que le politique est un peu partout. D'ailleurs, il suffit d'allumer sa télé, d'écouter sa radio. On a toujours, je ne sais pas combien d'invités politiques par jour. Aussi. Oui, mais moins parce que c'était pour un idée. Oui, François Gilbert, vous le disiez, le vendredi soir, je ne sors pas dîner parce qu'il y a une émission phare que j'attends, etc. Aujourd'hui, on ne va pas sortir dîner pour ne pas manquer telle ou telle personne qui passe le soir, parce qu'on se dit je le retrouverai le lendemain matin ou je le retrouverai le surlendemain. Il y a quand même une dilution de la présence et de la parole politique. Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que... Oui, enfin, ça, d'accord. Dilution de la parole politique et puis la sacralisation. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une forme de sacralisation. Il suffisait de voir... Alors, je vais faire le vieux con, je suis désolé, je vais avoir détruit le macroniste encore, mais il y a, dans les années 70, vous baliviez avec un homme politique, je ne dis pas que les gens crachent aujourd'hui, mais enfin, méprisent et s'en foutent. Vous rentriez, ce qui m'est arrivé souvent avec Chirac, dans un restaurant ou dans un bar notamment, mais c'était la folie. Et puis les gens arrivaient d'à côté, etc. C'était comme si vous étiez avec une star. Donc vous pensez bien, vous faites des émissions avec ces gens-là, les gens regardent. Vous pensez qu'il y a une baisse de charisme, d'excitation, oui, parce que la politique est dans une mauvaise phase. Mais vous savez, en politique, comme en économie, il y a un grand économiste soviétique qui a inventé, autant l'Union soviétique avait inventé les célèbres cycles de Kondratiev. Et je crois qu'il y a des cycles de Kondratiev aussi en politique. En ce moment, on est dans un bas. L'écrivain Franz-Olivier Gisbert, avec la conviction qu'il n'y a jamais de fatalité en histoire. Ce sont les derniers mots de votre livre. Vous savez, la France, c'est elle qui nous enterrera. Donc, il faut arrêter de dire que c'est fini. C'est la France qui nous enterrera. C'est une phrase du général de Gaulle. Elle est très juste. Eh bien, on finit sur le général de Gaulle. Merci à tous.